Merci pour ce brillant moment qui nous a fait trembler. Je me dis qu'il y a un petit écart de génération entre vous et moi, ça se voit, la couleur de vos cheveux et la mienne. Je pense que quand j'avais votre âge, nous n'aurions pas présenté les choses de la même manière parce qu'il n'était pas certain que le mariage soit suivi d'un divorce. Mais les statistiques vous donnent raison, alors c'est de la prudence. Bon, trêve de plaisanterie. Allons vite à la session du patrimoine affecté de l'EIRL et je donne la parole à Mme Sandy Lacroix de Souza. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Et je suis sincèrement très honorée que mes collègues Sabrina Lenormand-Caillère et Monsieur le professeur Patrice Wong m'aient fait l'honneur de m'inviter à ce colloque pour parler du sous-thème de l'instrumentalisation du patrimoine comme technique de transfert des biens. Dans le meilleur des cas, il y aura une projection. C'est pour gagner du temps, comme on a devant nous énormément d'avance. Bon, si ça ne marche pas. Bon, on commence. Il est vrai qu'après avoir soutenu que le régime juridique de la vente était inadapté à la cession de droits sociaux, il m'a semblé intéressant de le confronter à cette technique innovante de la cession du patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Une révolution juridique, la création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, a marqué une rupture fondamentale avec les conceptions les plus ancrées du droit français en matière de patrimoine. Alors que l'on enseignait, conformément à la théorie classique de l'unité du patrimoine, parfois qualifiée de dogme, que le patrimoine est une émanation de la personnalité, Jacques Leroy le rappelait tout à l'heure, et que la même personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine, la loi du 15 juin 2010 autorise désormais l'entrepreneur individuel à affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création de personne morale. Depuis le 1er janvier 2013, il est d'ailleurs possible à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de créer autant de patrimoine affecté qu'il exerce d'activités distinctes. Consommant la rupture avec la théorie classique du patrimoine, le législateur prévoit même, dans une disposition pour le moins novatrice, que l'EIRL peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs, ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine et en transférer la propriété sans procéder à sa liquidation. La révolution est donc double. Le patrimoine n'est plus unique, mais pluriel. Le patrimoine n'est plus incessible, mais circulant. Bien sûr, seul le patrimoine affecté, construction de la personne au service d'un intérêt particulier, est concerné. Le patrimoine personnel ou non affecté demeure quant à lui une émanation de la personne non transmissible entre vifs. La notion de patrimoine se trouve manifestement affectée dans son unité et recouvre ainsi des entités aux natures juridiques bien différentes. Laconique, l'article L526-17.1 du Code de commerce pose le principe de la cessibilité du patrimoine, qui pose le principe de la cessibilité du patrimoine affecté, interroge toutefois. Certes, on comprend manifestement son intérêt. Il offre la possibilité à l'EIRL de céder son entreprise dans sa globalité, c'est-à-dire l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs qui entrent dans la composition de ce patrimoine professionnel. Là où la cession de fonds de commerce, plus traditionnelle, laisse en principe la charge au cédant de ses dettes professionnelles ainsi que de l'immeuble s'il en est propriétaire. Toutefois, s'il vise expressément l'apport en société, l'article L526-17 du Code de commerce n'identifie pas les autres contrats qui permettent en pratique cette transmission entre vifs du patrimoine affecté. Le texte, vous le voyez, vise la cession
à titre onéreux. Et l'on a pu en déduire, un peu rapidement selon nous, qu'il s'agissait donc d'un contrat de vente, que l'on pouvait donc vendre le patrimoine affecté. Pourtant, les termes de cession et de vente ne sont pas interchangeables et recouvrent des réalités parfois nettement différentes. Que l'on songe à la cession de créance, à la cession de contrat ou encore à la cession d'antériorité de l'article 2424 du Code civil. Il est ainsi regrettable que la loi du 15 juin 2010 soit restée si évasive sur la nature des contrats qui permettent en pratique la circulation du patrimoine affecté. Et la récente loi du 15 juin 2010, dite du 18 juin 2014, dite loi Pinel, n'apporte aucune précision sur le sujet, alors qu'elle comporte un chapitre 3 spécifiquement consacré à la simplification du régime de l'EIRL et qu'elle se propose de sécuriser ce régime pour le rendre plus attractif. Elle ne revient pas sur les modalités de cette cession de patrimoine affecté. Pourtant, la question est manifestement d'actualité puisque le dernier congrès des notaires, qui s'est tenu en juin dernier, a consacré une commission sur le travail de l'amélioration de la transmission de l'EIRL. Cette deuxième commission du Congrès des notaires, regrettant que la cession du patrimoine affecté impose un changement de débiteur aux créanciers professionnels et qu'elle prive le cessionnaire de patrimoine affecté de la protection habituellement attachée à la cession de fonds de commerce, propose même la suppression pure et simple de l'article L526-17 du Code de commerce, justifiant qu'il s'agit d'un dispositif inutile et dangereux. La question de la nature juridique de la cession du patrimoine affecté de l'EIRL n'est donc pas seulement théorique ou académique, elle revêt un intérêt pratique tant pour les parties à l'opération, le cédant et le cessionnaire, mais également pour leurs créanciers. Elle permet notamment d'identifier les conditions de forme, les conditions de fond ou encore les garanties attenantes à l'opération. Il apparaît à l'analyse que la cession du patrimoine affecté de l'EIRL se distingue donc du contrat de vente, qu'elle s'impose comme une technique juridique novatrice, obéissant à un régime juridique spécifique, bien qu'incertain. Le patrimoine affecté de l'EIRL désigne une unité abstraite, dépassant les éléments qu'il réunit. Il n'est pas une chose ordinaire. Sa cession ne répond donc pas à la définition du contrat de vente. Au sens du droit de la vente, certes, la chose se décline sous des exemples différents, puisque l'on peut vendre des choses corporelles, incorporelles, matérielles, immatérielles, sous réserve de conditions de détermination, d'existence et de licéité. Peut-on alors vendre une chose patrimoine affecté, envisagée comme une valeur juridiquement reconnue et comme un objet de propriété? Le patrimoine affecté entre dans la catégorie des biens a priori. Il présente à l'évidence une valeur patrimoniale et peut être estimé en une somme d'argent. Toutefois, il présente quelques singularités. À la différence des choses traditionnelles, ce patrimoine affecté est composé d'un actif et d'un passif. Il comprend des droits et des obligations, en témoigne l'article L526-6 alinéa 2 du Code du commerce, qui indique précisément que le patrimoine affecté est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'EIRL est titulaire. Par ailleurs, les biens et les obligations affectés au patrimoine professionnel sont liés par une appartenance commune à une masse qui dépasse la succession, la juxtaposition de tous ces biens. Ainsi, cette masse est-elle dotée d'une certaine autonomie? En témoigne le choix qui peut être fait par l'EIRL d'opter pour l'impôt sur les sociétés au même titre que l'EURL. Cette autonomie reconnue au patrimoine affecté est cependant relative puisque le groupement de patrimoine d'affectation ne jouit pas de la personnalité juridique. Certains ont néanmoins proposé la reconnaissance à ce patrimoine affecté d'une quasi-personnalité morale. Manifestement,
Le patrimoine affecté présente donc une singularité, une complexité dont on ne peut faire fi en le réduisant à une chose, objet du contrat de vente. Par ailleurs, il semble difficile pour les parties à la cession du patrimoine affecté de fixer à peine de nullité un prix déterminé, déterminable, réel et sérieux, conformément aux exigences du droit de la vente et des articles 1591 et suivants du Code civil. Les difficultés relatives à la détermination du prix de cession de patrimoine affecté sont patentes. On voit mal comment les parties peuvent s'entendre sur un prix alors que des dettes peuvent apparaître postérieurement à la cession. Effectivement, pour les biens d'un montant inférieur à 30 000 €, le législateur n'impose pas le recours à l'évaluation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert comptable. Le IRL est alors tenu envers les tiers pour une durée de 5 ans de la différence de la valeur entre la valeur déclarée et la valeur réelle du bien. De surcroît, le législateur reconnaît aux créanciers professionnels antérieurs à la cession un droit d'opposition à cette transmission dans un délai d'1 mois suivant la publication au BODAC. Là encore, il apparaît difficile pour les parties de fixer un prix de vente alors qu'elles ne savent pas réellement quelles sont les créances qui seront effectivement reprises et celles qui devront être payées à la suite de l'opposition. Enfin, en application du droit commun de la vente, le prix doit également être réel et sérieux. À défaut, le contrat est nul sur le fondement de l'absence de cause. Si en période de difficulté financière, le patrimoine affecté est cédé pour un prix symbolique, la validité de l'opération est alors sujette à caution au regard du droit de la vente. Certes, la jurisprudence reconnaît et admet la cession à prix symbolique en la subordonnant à l'existence d'une contrepartie réelle autre que le prix, mais d'un point de vue strict, cette contrepartie n'est pas exprimée dans son seul aspect monétaire et ne correspond donc plus à la définition du prix de la vente. L'innovation de la loi du 15 juin 2010 réside sans nul doute dans la possibilité d'une cession d'un patrimoine cristallisé dans sa teneur sans qu'il soit procédé à sa liquidation et avec possible maintien de l'affectation. Le législateur autorise la circulation du patrimoine tant dans sa face active que dans sa face passive sans qu'il soit nécessaire de désintéresser les créanciers professionnels au préalable. Il en découle que les créanciers professionnels du cédant, qui pouvaient seuls saisir les biens affectés par lui, deviennent créanciers du cessionnaire. L'article L526-17-3 alinéa 2 du Code de commerce prévoit effectivement que le cessionnaire est débiteur des créanciers de l'EIRL en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution opère novation. L'opération impliquant une substitution dans la qualité de débiteur, l'article L526-17-3 alinéa 6 instaure un dispositif d'opposition, mais l'opposition des créanciers antérieurs à la cession n'a pas pour effet d'interdire le transfert de propriété du patrimoine affecté. Elle vise seulement à protéger le créancier opposant. La cession du patrimoine affecté peut surtout intervenir avec ou sans maintien de l'affectation. Sur ce point, le législateur oppose la cession faite à une personne physique ou à une personne morale, mais en réalité, il convient seulement de vérifier si le cessionnaire jouit de la qualité de IRL. Effectivement, seul le IRL est habilité à bénéficier de la séparation entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel. La cession s'opère ainsi avec maintien de l'affectation lorsqu'elle est faite à une personne physique EIRL, ce qui signifie que les droits des créanciers continuent à être répartis en 2 gages distincts pour le cessionnaire. En revanche, la cession opère sans maintien de l'affectation lorsqu'elle est faite à une personne morale ou à une personne physique qui ne revêt pas la qualité de IRL. Le patrimoine affecté fait bien alors l'objet d'une transmission dans son actif et dans son passif, mais à l'issue de l'opération, il n'a plus d'existence autonome.
Ensemble de biens et d'obligations, le patrimoine affecté désigne ainsi une unité abstraite dont la teneur varie en fonction du droit d'opposition des créanciers et de la qualité du cessionnaire. Il convient de reconnaître pleinement sa singularité à l'opération et de lui appliquer les règles prévues à cet effet par le législateur en 2010 et non de chercher à lui appliquer les règles du droit de la vente. La cession du patrimoine affecté est une technique donc autonome, affranchie des conditions du contrat de vente. Ainsi, s'agissant de la formation du contrat, il n'est pas nécessaire que les parties s'entendent sur un prix de vente, mais sur une contrepartie. Si l'on observe dans le détail les dispositions relatives à l'EIRL, on constate d'ailleurs que le terme de prix n'est pas utilisé par le législateur. Il énonce simplement qu'il s'agit d'un contrat conclu à titre onéreux. Qu'est-ce que cela signifie? Que le contrat assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose, selon l'article 1106 du Code civil. Il suffit donc que les parties trouvent une réciprocité d'avantages dans l'opération pour qu'elles remplissent cette caractéristique de contrat conclu à titre onéreux. Le cédant se prive donc de l'actif affecté au patrimoine professionnel tout en se libérant du passif. Le cessionnaire accepte de prendre en charge le passif, mais à condition de pouvoir bénéficier de l'actif. Lorsque la valeur des biens est supérieure à celle des obligations, le cessionnaire verse alors une contrepartie pour rééquilibrer l'opération. Inversement, si c'est la valeur des obligations qui est supérieure à celle des biens, c'est au cédant de verser cette contrepartie. Et cette contrepartie est affranchie des contraintes du prix de vente. Point donc de doute sur la validité des cessions à prix symbolique, point de développement sur le caractère réel, sérieux de cette contrepartie. Le législateur a prévu de nombreuses formalités pour assurer la publicité de la cession de patrimoine affecté. Sommairement, lorsque la cession opère avec maintien de l'affectation, elle doit faire l'objet d'une déclaration de transfert et d'un état descriptif de ce patrimoine affecté, alors que lorsqu'elle opère sans maintien de l'affectation, cette cession donne seulement lieu à la publication d'un avis. Malheureusement, ces dispositions concernant les conditions de forme sont là encore lacunaires. Le législateur n'impose pas au cédant de fournir un rapport d'évaluation des biens et des obligations composant alors le patrimoine affecté, alors que cette exigence revêt un caractère décisif pour les parties et pour les tiers. Le législateur ne précise pas non plus sur qui pèse la charge de cette publication. Le législateur ne précise pas non plus s'il faut respecter les règles de la publicité foncière et ne prévoit pas une succession de plein droit du cessionnaire au cédant en matière de bail commercial. Conditions de forme lacunaires donc. Par ailleurs, l'opération n'offre pas les garanties du droit de la vente. Précisons déjà, et le législateur insiste par l'article L526-17, troisièmement du Code de commerce, les garanties propres à la cession de fonds de commerce ne sont pas applicables à cette opération de cession du patrimoine affecté de l'EIRL. Le formalisme de la publicité, le privilège du cédant, le droit d'opposition des créanciers ou encore l'information du cessionnaire ne s'appliquent donc pas à ce dispositif. Ensuite, à défaut d'identification et de reconnaissance du contrat de vente, il faut donc en conclure que les garanties spécifiques du droit de la vente, la garantie contre l'éviction et la garantie contre les vices cachés, ne s'appliqueront pas non plus au dispositif mis en place par le législateur. Cela ne signifie pas pour autant que cédants et cessionnaires seront dépourvus de toute protection. Ils pourront alors recourir aux dispositions du droit commun et invoquer par exemple l'erreur sur la substance au titre de l'article 1110 du Code civil. Les juges ne se sont pas encore déterminés sur la substance du patrimoine affecté, mais on peut imaginer que les méprises sur les marchandises, sur le matériel, les marques ou encore les contrats essentiels affectés au patrimoine affecté seront retenues lorsqu'elles auront été déterminantes du consentement du cessionnaire. Au titre de l'article 1116 du Code civil, le cessionnaire peut encore se défendre en dénonçant les agissements malhonnêtes du cédant.
si ce dernier dissimule le rapport d'évaluation ou encore présente un état descriptif infidèle ne correspondant pas à la situation réelle du patrimoine professionnel. En réalité, pour une protection maximale, il convient de recourir aux garanties conventionnelles pour protéger efficacement les parties. En l'absence de protection légale spécifique, celle-ci laisse les parties libres de concevoir leurs propres garanties et se présente comme un outil indispensable à la sécurité du cédant et du cessionnaire. Par exemple, pour se prémunir contre l'insécurité suscitée par le droit d'opposition, il peut être prévu une condition suspensive. Le transfert du patrimoine affecté peut ainsi être subordonné à l'absence totale d'opposition des créanciers antérieurs. Il est encore possible de prévoir une clause résolutoire ou encore une disposition contractuelle mettant à la charge les conséquences de l'opposition des créanciers. Enfin, les cédants et cessionnaires peuvent encore s'entendre sur une clause de garantie de passif permettant aux cessionnaires d'être protégés contre une éventuelle dépréciation du patrimoine affecté due à l'apparition d'un passif ou à la diminution de l'actif. Au terme de cette étude, il apparaît donc que le patrimoine affecté offre effectivement à l'entrepreneur individuel un outil lui permettant de se séparer à la fois des éléments d'actifs et de passifs. Mais à l'analyse, cette cession ne présente pas les conditions d'identification du contrat de vente et l'on ne peut raisonnablement parler de vente de patrimoine affecté. Il ne semble pas souhaitable de forcer les catégories juridiques existantes au risque d'affaiblir un dispositif déjà largement marqué par de nombreuses incertitudes. Pour l'heure, le caractère lacunaire de ce dispositif, de cette technique mise en place par le législateur, ne semble pas inquiéter les autorités. Et le récent rapport du député Laurent Grand-Guillaume recommandant de créer un statut unique d'entreprise individuelle personnifiée ne précise d'ailleurs ni les modalités de cession de cette entreprise personnifiée, ni les conséquences de cette cession sur la personnalité morale. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Voilà quand même un instrument extraordinaire. Ça fait réfléchir les juristes. Ça nous a complètement troublés dans nos catégories antérieures. La loi est lacunaire et il n'y a pas de contentieux. Mais il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de IRL. Mais c'est passionnant ce que vous nous avez dit parce que, véritablement, je crois qu'on a encore bien fait, mais on aura le temps de le préciser, de rester dans une législation un peu vague parce que c'est un peu expérimental quand même. Mais le juriste est interpellé par ce genre de système. Alors,